qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on ne va pas parler d'un personnage historique. Quoi? Et oui, car aujourd'hui on va parler du roi Arthur, un personnage que tout le monde connaît et qui pourtant n'a probablement jamais existé. Commencer par la question que tout le monde se pose, retournons aux origines, qui sont bel et bien littéraires. En 1150, Robert Wace, un moine anglo-normand, pond une idée de génie, celle de la table ronde. Il la mentionne pour la première fois dans l'ouvrage Le Roman de Brut, où il évoque le roi Arthur, fils du roi Uther Pendragon, ses guerres, ses conquêtes, notamment contre les Romains. Tout ça pour flatter le roi Henri II de Plantagenet, qui devait se dire « Oh, c'est évident, c'est une métaphore pour mon grand règne !» Bon, en vrai, tout le monde s'en fout aujourd'hui, puisque maintenant c'est Arthur et le concept de la table ronde qui sont retenus, symbole d'égalité et d'honneur entre les chevaliers. Plagiat! Et oui, Robert Wace est un sale plagieur. En effet, je l'avoue, quelqu'un avait eu l'idée avant lui. En 1133, soit quelques années auparavant, Geoffroy de Monmouth écrit Historia Regum Britanniae, un véritable best-seller pour l'époque. Il s'agit d'un livre traçant la lignée des pseudo-rois de Bretagne, et c'est là que l'on voit l'apparition d'Uther Pendragon et que l'on raconte la naissance d'Arthur. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la naissance d'Arthur, faisons un bref résumé. Uther Pendragon convoite la femme de Gorlois, duc de Cornouailles. Elle s'appelle Hygerne et elle est vachement belle et Gorlois part à la guerre. Uther demande alors à Merlin une potion pour devenir Gorlois. Il débarque alors dans la chambre d'Hygerne et le vrai Gorlois meurt à la guerre. Arthur naît 9 mois plus tard, Hygerne et Uther sont vachement contents. Mais comme ils ont fait un deal, Merlin s'en fout et puis le reprend. Après sa naissance et selon ce texte, car il y a beaucoup d'autres versions, Arthur succède à Uther à 15 ans et mène de nombreuses batailles contre les Pictes et les Scots, population plutôt localisée en Écosse ou du moins au nord de l'Angleterre. Il mena 12 ans de paix avant d'étendre son empire et de se battre contre l'Empire romain avec ses chevaliers, avec lesquels il vainc Lucius Tiberius en Gaule. Et ensuite, il va mener sa dernière bataille. Mais, un peu de suspense, hein, on en reparlera plus tard. Toute cette histoire, dont on ne sait pas la teneur historique bien évidemment, est vachement sympa, mais Monmouth ne serait pas totalement original et se serait lui-même inspiré de contes Zorro qui auraient également inspiré notre cher Chrétien de Troyes à la même époque, que vous avez dû vous taper au collège, et c'est bien lui qui a introduit la quête du Graal. Ça va très vite puisqu'au même moment on réunit les histoires arthuriennes en une sorte de recueil intitulé Matière de Bretagne avec tout le beau monde. Arthur, Merlin, Camelot, Lancelot, puis viendront Tristan et Isolde, Guenièvre... Et puis c'est Robert de Boron qui a l'idée d'Arthur retirant l'épée. Mais d'autres versions parlent de la Dame du Lac qui aurait donné Excalibur. Bref, c'est un beau bazar. Grâce à toutes ces différentes versions, Arthur devient une véritable star dans toute l'Europe. En Italie par exemple, mais aussi en Pologne et bien sûr en France, avec la forêt de Brocéliande. Et Camelot? Oui, et Camelot. Arthur aura même son propre blason, ce qui est assez rigolo, ça fait penser un peu au conte Twitter de Dieu. Bah oui, on donne une identité à un personnage dont la réalité est contestée. Bref, Arthur il est apprécié pour sa bravoure, son courage, son honneur, il est sage en plus de cela, et bien sûr au service de Dieu, car au service du Graal. À cela s'ajoutent les mythes chevaleresques très appréciés au Moyen-Âge, bref, il ne pouvait qu'être adoré, et vous savez à quel point il est présent dans notre culture populaire. Mais il a toujours été très présent par des personnages historiques. Au début, on parlait d'Henri de Plantagenet, qui a bien aimé l'histoire comme image de son règne, et cela lui a permis d'affirmer son autorité en Angleterre et de carrément se présenter comme le nouveau roi Arthur. Et son successeur, Édouard Ier, créa même une table ronde qui est toujours visible dans le haut du château de Winchester, peinte par la suite par Henri VIII. Mais bien avant 1066, Guillaume le Conquérant, normand conquérant l'Angleterre, doit séduire la population. Rien de plus facile qu'en reprenant oralement le mythe du roi Arthur, et ainsi de se représenter comme l'unificateur breton. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arthur eut bien sûr un rôle très important alors que les nazis risquaient de débarquer dans le pays pour rappeler les origines nobles des Anglais et oublier le fait que les Germains s'y soient installés. Mais on en reparlera.
Mais alors, est-ce qu'il y a de l'historique dans tout cela? Beaucoup de textes mentionnent son existence dans nombre de batailles. Il y a notamment le texte Historia Britonum, datant du 9e siècle, et parlant de façon chronologique de la population celtique d'Angleterre, dont la bataille du mont Badon, bataille ayant été vaincue par les Bretons sur les Anglo-Saxons vers l'an 500, et donc menée par Arthur lui-même. Même chose pour les Annales Cambriae au 10e siècle. Bon, vous savez sûrement que les textes à l'époque sont assez contradictoires entre eux, donc difficile d'étayer une hypothèse vraiment valide sur cet événement. Mais qui était-il alors? Est-ce que le roi Arthur a véritablement existé? Et pour ça, il y a 5 hypothèses. Premièrement, Arthur serait gallois, puisqu'il sera apparu pour la première fois dans les légendes galloises. Il serait né au 5e siècle, n'aurait jamais été roi, mais un chef de guerre, repoussant les ennemis saxons au 6e siècle. D'autres pensent qu'il aurait été un propriétaire terrien romanisé. Oui, ça fait rire quand on voit Arthur débarquer en Angleterre pour virer les Romains, je sais. Mais on va plus loin. Arthur serait carrément d'origine romaine. Lucius Artorius Castus est le sujet de notre deuxième hypothèse. D'abord légionnaire, il eut ensuite une remarquable carrière militaire et débuta en tant que centurion en Oran, puis fut primipile de la 5e Macédoine. Ah, tes souhaits! Primipile, c'est centurion qui commande la première centurie, c'est-à-dire un groupe de légionnaires. La 5e Macédoine, c'est la légion d'Octavien, premier empereur romain. Donc un rôle plutôt balèze. Il aurait ensuite une mission d'aller en Bretagne, mais en fait c'est juste que l'on s'est un peu avancé car on avait trouvé sur des restes archéologiques le mot arme et le reste était effacé, donc on a pensé à l'armorique. Mais ensuite on a trouvé le E, donc armée, Arménie. Il serait donc allé poutrer les Parthes ou les Perses en Arménie, donc pas de Bretagne. Le lien alors? Avec cette mauvaise lecture, c'est Kemp Malone qui propose ce rapprochement en 1925, aussi parce que le nom Artus rappelle bien évidemment celui d'Arthur. Sauf que le romain, en plus de ne pas être breton, n'a pas non plus combattu les saxons, alors que c'est l'affirmation que l'on retrouve partout pour la vie guerrière du roi Arthur. Et puis le gars a vécu dans une autre époque que celle supposée d'Arthur, donc ça tient plus trop debout. Weithaer a également émis l'hypothèse qu'Arthur était le dernier roi des Séluriens, un peuple de pays de Galles ayant vécu du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. On va y revenir. Sinon, l'hypothèse assez répandue, c'est qu'Arthur est en fait la concentration de plusieurs chefs bretons, ce prénom étant très courant à l'époque où Arthur meurt. Plusieurs vies auraient donc servi à sa création, à l'image de Robin des Bois par exemple. Et puis celle qui est privilégiée, c'est qu'Arthur serait un personnage mythologique, comme un demi-dieu, qui permet d'avoir un souverain un peu salvateur et encouragerait les monarques de l'époque à combattre l'ennemi. Mais pour savoir si Arthur a véritablement existé, il faut des preuves historiques. Et comme les textes étaient un petit peu compliqués, eh bien il va falloir retrouver le corps du roi. Dans la légende, Arthur meurt dans une bataille contre Mordred, le fils qu'il a eu avec Morgane, sa demi-sœur. L'inceste. Merlin avait prédit sa naissance car, un peu comme à l'Oedipe, il lui avait dit qu'il tuerait son père. Arthur l'abandonne donc. Dans d'autres versions, Arthur ne savait pas que Morgane était sa demi-sœur, a couché avec elle par un concours de circonstances assez complexe que je ne vous détaille pas ici, et Morgane élève Mordred pour se venger entre guillemets. Bref, on peut dire que la relation père-fils laissait à désirer. Ces derniers s'affrontent lors de la bataille de Camlann et meurent tous les deux. Arthur est emmené à l'île d'Avalon, lieu magique et un peu à part du monde arthurien, où auraient été formés Morgane et autres fées selon certaines versions. D'autres disent qu'il s'y serait retiré et n'aurait donc pas été tué lors de la bataille. Dans tous les cas, Arthur serait mort à Avalon, et vous vous doutez bien qu'on a voulu trouver cet endroit. C'est l'occasion de revenir sur la théorie dont nous avons parlé où Arthur aurait été le dernier roi des Séluriens et où l'on parlait également d'Henri II de Plantagenet. L'hypothèse qu'il aurait été le dernier roi des Séluriens est liée au fait qu'il aurait été enterré à Glastonbury. Et pourquoi Henri II? Parce que ce dernier fait partie des chercheurs d'Avalon et est allé à Glastonbury où des moines disaient avoir découvert la tombe d'Arthur et de sa femme Guenièvre. Oui, rien que ça. Glastonbury n'est pas une île, vous allez me dire, mais enfin les terres bougent et avant la mer recouvrait une partie des terres, le faisant ainsi être une sorte d'île. Donc ça fonctionne. Lorsque l'abbaye fut détruite par un incendie en 1191, un cercueil de bois creusé fut retrouvé avec le corps d'un homme et un autre visiblement féminin à ses côtés, avec une croix où était inscrit « Sigil illustre au roi Arthur enseveli avec Guenièvre, sa seconde épouse, dans l'île d'Avalonie ». Ce fut dans la continuité des recherches qu'avait faites Henri II avant sa mort en 1189 pour retrouver la tombe. Mais bon, il fallait l'argent, donc on pense que les moines ont très probablement construit toute cette légende pour se faire connaître. Et il n'empêche que la tombe est aujourd'hui encore l'une des plus reconnues en Europe et entretient le mythe de cette abbaye aujourd'hui en ruine. On pense aussi à la petite commune sympathique de Pleumeur-Baudou, dans les Côtes d'Armor, qui a une petite île supposée être la demeure d'Arthur à cause d'une pierre venant directement de l'île d'Aval et que le roi aurait même été seigneur en ces lieux. Et l'archéologie alors dans tout cela?
Eh bien, l'archéologie a un peu de mal à trouver des choses. Déjà, les documents véritablement historiques sont quand même très compliqués à trouver. On a pas mal de sites identifiés comme arthuriens depuis le XIIe siècle, notamment parce qu'ils sont référencés dans les textes, mais cela ne suffit pas historiquement, car il faut des preuves matérielles. Comme on a vu, Glastonbury serait une vaste fumisterie montée par les moines pour avoir des sous, et l'inscription sur la croix serait fausse. Et puis les corps, bah on les a plus. Malgré tout, une source archéologique paraissait intéressante, la fameuse pierre d'Arctognou, découverte en Cornouailles anglaise en 1998. Datant d'entre la fin de l'Empire romain et le début de l'ère chrétienne de l'Angleterre, elle aurait été utilisée pour un bâtiment avant d'être détruite. Seulement dessus, la trace d'un Arctognou fut découverte et directement interprétée comme désignant le roi Arthur selon la langue celtique, puisqu'en fait elle signifierait ours savant, dont serait lié au prénom Arthur et au symbole de ce dernier. Et en plus, devinez quoi? Il y a les restes du château de Tintagel en Cornouailles, là où Uther et Igerne auraient eu Arthur. Alors, si ça vend pas du rêve? Oui, sauf que le rêve des archéologues, ça leur plaît pas trop. Tout cela ne repose que sur des preuves trop vagues, que ce soit le soi-disant lieu de conception de Tintagel, venant d'une source incertaine, celle de Monmouth, et la traduction ne veut pas forcément être en référence au roi Arthur, comme le souligne John Koch. Et non, il ne suffit pas d'une vague inscription sur une pierre et d'un lieu probablement légendaire pour prouver l'existence d'un personnage historique. Bon, c'est un peu décevant tout ça, hein. Cela fait qu'aujourd'hui les historiens ne savent toujours pas si Arthur est réel ou pas. Certains, surtout des passionnés, veulent y croire, mais les historiens archéologues préfèrent la théorie fictionnelle au vu du trop grand nombre de sources incertaines, des différentes versions et des lieux trop multiples. En réalité, quand je vous disais que dans l'histoire du roi Arthur, ce dernier avait combattu les Pictes et les Scots, ce n'est pas pour rien. En 410, l'Empire romain se retrouve démuni face aux invasions barbares et décide donc d'abandonner le navire si je puis dire, et de laisser les Celtes se démerder pour se défendre. Ils seront donc envahis par les Pictes et les Scots, habitant jusque-là au nord du mur d'Adrien, et les Germains débarquent également. Ils auront beaucoup de mal à les combattre et une partie de la population va aller en Bretagne, donc sûrement pour cette raison que le roi Arthur est parvenu jusqu'à nous. Car les Celtes, eux, ont dû bien motiver leurs troupes face aux invasions, et c'est là que l'image salvatrice du roi Arthur serait née. Pendant des siècles, on a présenté le roi Arthur comme un personnage véritablement historique, salvateur des Bretons, courageux, sage et pro-chevalier, et en plus à la recherche du Graal. Mais c'est devenu vite le bordel entre le nombre d'écrits et donc de versions, la démultiplication des lieux anglais puis bretons, avec notamment la forêt de Brocéliande. Donc soit Arthur est capable de téléportation, soit il va falloir vraiment s'avouer qu'il s'agit surtout de légendes orales qui se sont transmises de génération en génération avec notamment les bardes et les ménestrels, et que à part une preuve miraculeuse irréfutable qui débarquerait, Arthur ne restera que fictif. Il n'empêche que c'est le personnage pseudo-historique qui rencontrera le plus d'intérêt auprès des gens, que ce soit à travers les livres, les films, les séries, les spectacles et bien sûr le tourisme. Si vous êtes allé au Morbihan, vous savez de quoi je parle, même si vous êtes à 50 km de la forêt de Brocéliande, on vous en parlera bien évidemment. Aimons le roi Arthur même s'il n'a jamais existé. Aimons le roi Arthur même si ces légendes ne sont jamais pareilles. Car le roi Arthur c'est surtout le témoin de milliers d'histoires orales, de milliers d'histoires de population et finalement le témoin d'une histoire avec un grand H. Et en plus, ça nous fait mal. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur un sujet que plusieurs personnes m'ont réclamé et qu'en plus moi je voulais parler depuis longtemps, puisque c'est intéressant aussi de voir des personnages qui ne sont pas historiques et pourquoi finalement ils le sont un petit peu devenus entre guillemets. Si ça vous a plu, comme d'habitude pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes vidéos parce que YouTube, vous savez, hein, on lui fait pas confiance, attention. Évidemment, commentez, likez, partagez, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Je vous invite également à regarder mes autres vidéos, ma vidéo de septembre sur la mode au Japon ou mon dernier personnage historique, la Palatine. Et moi je vous retrouve en novembre cette fois pour la prochaine vidéo. Ciao!